Nous sommes le jeudi 26 mars. Voici à la une. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la une. On va se parler ensemble. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours de deux gros jugements aux États-Unis qui touchent les compagnies propriétaires de médias sociaux. La compagnie Meta, propriétaire entre autres de Facebook, d'Instagram. Il y a eu deux jugements dans deux États et ça a des impacts. Ça risque d'avoir des impacts importants pour ces entreprises. Dans un cas, c'est sur du contenu explicite, donc des jeunes, des mineurs qui sont exposés du contenu explicite. Et dans un autre cas, c'est sur la façon dont fonctionnent essentiellement ces réseaux sociaux en nous... pas en nous forçant, mais disons en faisant en sorte qu'on ait toujours envie de continuer à consulter du contenu et que ça devienne addictif, que ça devienne donc qu'on ne soit pas capable de s'en passer. Il y a eu un jugement récent. Jean-Philippe Robillard va nous donner les tenants et aboutissants, les répercussions que ça risque d'avoir. Il y a des démarches judiciaires aussi contre les entreprises de médias sociaux qui sont en marche au Canada. Donc, on va revenir là-dessus avec Jean-Philippe dans les prochaines minutes. Culture, sport et météo, bien sûr, au menu avec Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, on va se parler, Julie-Jasmine, un peu plus tard à l'émission ensemble, d'un nouveau documentaire de Ricardo sur l'école, sur l'école publique. Oui, c'est ça. L'état des écoles au Québec, de quoi ça a l'air. Puis un chiffre ici très intéressant, 53 % des écoles de la province sont en mauvais état. Ce sont des chiffres du gouvernement. Oui. Et donc, Ricardo Larrivée est allé à la rencontre des profs, des gestionnaires, pour essayer de comprendre, en fait, je dirais un état des lieux d'abord, mais après ça, dire, mais comment ça se fait qu'on en est rendu là? Que s'est-il passé? C'est vraiment bon, ça frappe, ça fesse pour pas dire. J'ai hâte de vous en parler. Oui, et Ricardo, c'est pas la première fois qu'il se penche sur le milieu de l'éducation. On se souvient des Lab Écoles. Il était dans ces projets-là, Ricardo. Oui. On vous parle de ça un peu plus tard. Faisons tout de suite le point, Véronique, sur la météo. Parce que là, neige, grésil, pluie verglaçante. On a un beau dépendamment d'où on se trouve, il y a tout un cocktail qui tombe en ce moment. Oui, c'est commencé. Donc, pluie verglaçante très tôt ce matin. Les précipitations qui tombent sous forme de neige un peu plus au nord, mais des températures qui seront à la hausse quand même assez rapidement. Alors, brève période de précipitations verglaçantes. Il y aura transition vers la pluie, mais il y aura aussi une période d'accalmie. Alors, fin de matinée, là, jusqu'en début d'après-midi, il ne se passera rien sur le sud du Québec. Vous allez même dire, voyons, il n'était pas supposé faire mauvais aujourd'hui. Ça va revenir. Deuxième impulsion en après-midi sous forme de pluie. Donc, les secteurs plus au sud, pluie. Montréal, 5 à 10 mm environ à venir. Et les régions plus au nord, là, on parlera de neige, la dizaine de centimètres et un peu plus par endroit. Donc, c'est commencé, ces précipitations-là. Soyez vigilants ce matin parce que, dépendamment où vous mettez les pieds ou le pneu, ça peut glisser. Ça peut glisser par endroit. Les températures sont encore sous zéro, là, moins 3 à Montréal, mais on passera au-dessus de ça. 5 à 7 degrés aujourd'hui, peut-être un peu plus vers l'Estrie. Ça pourrait grimper jusqu'à 8. Et derrière le passage du système, il y aura un refroidissement. Donc, les vents vont tourner au nord-ouest et là, les températures vont commencer à chuter. On retournera sous le point de congélation. Ça va se faire au cours de la nuit ou tôt demain matin et par la suite en journée, on sera légèrement sous zéro demain vendredi avec un dégagement, donc on reverra du soleil. En fin de semaine, un peu sous zéro samedi, mais ça va remonter pour la journée de dimanche. Et je vous le disais, Mathieu, le printemps qui vous plaira, pas avant Pâques. Ça s'en vient. C'est loin, ça. C'est encore loin, mais ça s'en vient. C'est loin, ça. 4-5 avril, ça commence à se dessiner de façon plus intéressante. Okay. Mais d'ici là, c'est sous la neige en Abitibi, c'est sous la neige vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord aujourd'hui. Là aussi, les températures sont légèrement sous le point de congélation. Les flocons devraient cesser pour ce qui est de la nuit prochaine. En territoire ontarien, on a un petit peu de neige au nord et au centre. Sinon, ce sont essentiellement des averses de pluie pour Toronto et Windsor. Les températures vont grimper 11 à 18 degrés de ce côté. Jusqu'à 6, Ottawa, là aussi, ça peut être verglaçant ce matin. Ça va changer en pluie éventuellement avec une période d'accalmie entre les deux. Variable à Vancouver, une dizaine de degrés. Toujours moins 5, moins 7. Edmonton, Calgary, aujourd'hui, on a des flocons. Ça devient variable cet après-midi. Flocons également sur le sud de la Saskatchewan. Il fera moins 9 et moins 10 à Winnipeg. On verra cependant le soleil. Et les températures vont s'adoucir dans les prochains jours dans l'Ouest canadien. Donc, prudence ce matin lorsque vous mettez le nez dehors. Exactement. Merci beaucoup, Bonne Véronique. journée. Bonne journée. Steckline, le long de la rampe jusqu'à Curl. On revient derrière le filet de Rooney. Steckline. Hey, le tir et le but! Oh, superbe but de
Dubois. Un autre blanchissage cette saison pour la victoire de Montréal, cette fois, Olivier, face au Frost du Minnesota. Oui, un 5e blanchissage pour la victoire de Montréal cette saison. Un 5e blanchissage pour Anne-Renée Desbiens, qui prend une sérieuse option, disons-le, sur le titre de gardienne de l'année dans la LPHF. Elle qui poursuit son excellent travail avec la victoire cette saison. Victoire de 3-0 hier. Vous avez entendu ce premier but marqué par la victoire. But marqué par Catherine Dubois, qui a un peu bougé dans l'alignement en l'absence de Marie-Philippe Poulin. Ça semble lui faire le plus grand bien parce qu'elle a marqué un 2e but depuis son arrivée ou depuis la blessure de Marie-Philippe Poulin. Mais c'est la 2e fois qu'elle marque alors que c'était demeuré assez mort sur la feuille de pointage depuis le début de la saison. Donc, comme quoi, l'absence des grands canons peuvent parfois réveiller certaines autres joueuses. Et c'est ce qui se passe présentement pour la Québécoise. Donc, premier but marqué dans ce match. Il y en a eu 3. Les autres marqueuses ont été Elise Kamura et Lina Ljungblom en 3e période. Donc, belle victoire pour Montréal qui est maintenant au 2e rang du classement de la LPHF. Belle victoire aussi pour Montréal parce qu'elle balaye cette saison le Frost du Minnesota. 4 matchs, 4 victoires pour la victoire de Montréal. Je vous rappelle que le Frost du Minnesota... Les championnes en titre. Les doubles championnes en titre. Ça, hein? Ceci dit, le classement est important, oui et non, parce que le Frost du Minnesota nous a habitués à terminer 4e, à entrer comme négligés peut-être en séries éliminatoires, et ce sont elles qui, au final, ont quitté avec la Coupe Walter. Donc, le premier rang, peut-être, oui, convoité, mais pas tant que ça, avec pas autant d'importance qu'on pourrait le penser. Donc voilà, donc 4 victoires pour Montréal face au Minnesota cette saison. Prochain match, ce sera à Détroit. Cherchez pas le nom de l'équipe à Détroit, il n'y en a pas présentement. C'est encore cette fameuse tournée de représentation. Donc Montréal, samedi à 13h, affrontera New York, les Sirènes de New York. Et au classement, Montréal, je le disais, est 2e. New York est 6e, tout juste devant Vancouver et Seattle. C'est 2 nouvelles équipes qui ont été ajoutées. Ça, c'est peut-être une surprise lorsqu'on regarde le classement, là, de voir ces 2 nouvelles équipes se trouver en fond de classement alors qu'elles avaient mis la main sur de très bonnes joueuses. Petite surprise, mais quand même, donc à Montréal, on célèbre avec cette autre victoire. Un couple canadien est en bonne position au championnat du monde de patinage artistique, c'est à Prague. Oui, il est question de Lia Pereira et Trent Michaud qui sont en 3e position après le programme court en couple. Elles ont 5,6 points d'avance sur cette 4e place, donc auront fort à faire aujourd'hui puisque ce sera le programme libre qui sera présenté et tenteront donc de se hisser sur ce podium. D'ailleurs, je tiens à mentionner que c'est diffusé sur tout.tv pour ceux qui veulent y jeter un œil. Il y a notre collègue, entre autres, Jacinthe Taillon, qui est là à la description de ces épreuves. Donc, on surveillera bien sûr ce couple canadien. Dans cette compétition en couple, il y a un autre duo, Kellyanne Lorrain et Luca Eti, qui sont 12e. Et il y aura aussi des compétitions chez les hommes aujourd'hui. Donc, c'est le début des épreuves chez les hommes avec ce programme court qui s'est présenté aujourd'hui. Donc, je le disais sur le site de Radio-Canada. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Allons-y avec ce qui est à la une des différents quotidiens ce matin. On va revenir sur ce que nous présente le Globe and Mail d'abord, qui revient sur l'histoire du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, réprimandé pour une vidéo en anglais. Vous savez, lorsqu'il y a des nouvelles comme ça qui touchent davantage le Québec ou la francophonie canadienne, le traitement des médias anglophones, des fois, est moins là, où on couvre moins une nouvelle. Là, vraiment, ça fait la une du Globe and Mail, ça aussi. Évidemment, on revient sur les critiques à l'endroit de Michael Rousseau. C'est le cas notamment de Mark Carney qu'on a entendu hier, nous rappelle le Globe and Mail. Rappelant aussi qu'Antoine Forêt, le commandant de bord du vol Air Canada Express qui est impliqué dans cette collision mortelle, dans ce drame à New York, c'est un Québécois, c'est quelqu'un qui parle français. Un expert en gouvernance des entreprises dit au Globe and Mail que c'est maintenant une crise majeure pour Air Canada, que cette tempête-là qui secoue le transporteur aérien montre à quel point la situation peut rapidement changer pour les dirigeants d'entreprise, en particulier au Québec où la question linguistique a toujours été délicate pour le monde des affaires. Il y a un professeur également à HEC Montréal, Jacques Roy, qui, lui, estime que ça met de la pression sur le conseil d'administration d'Air Canada. Il dit, si vous voulez être PDG d'une entreprise officiellement bilingue au Canada, avec une histoire comme Air Canada, il apparaît évident que vous devriez apprendre à dire quelques mots en français. Donc, les détails dans le Globe and Mail qui revient sur cette histoire ce matin. En une de la presse plus, Fonderie Horn, donc à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Québec jette du lest
apprend-on dans la presse de ce matin sous la plume de Charles Le Cavalier. La fonderie Horn pourra émettre plus d'arsenic que prévu pendant plus longtemps. Il y a une autorisation élargie à d'autres métaux lourds comme le plomb et le cuivre. C'est une modification législative inédite. C'est au-delà de ce qui a été présenté initialement, dit la santé publique, qui croit que Québec sous-estime le risque. D'ailleurs, la presse a obtenu une lettre qui a été envoyée par la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue. On dit essentiellement qu'il y a un risque sanitaire réel dans un contexte environnemental unique. On dit essentiellement que l'analyse des amendements apportés par Québec, ça va au-delà d'une simple prolongation de l'échéancier initial. Ça s'applique à plusieurs autres métaux, repousse l'échéancier d'un autre plan d'action visant à l'atteinte de la norme provinciale. Vous pourrez lire les détails là-dessus. Dans la presse de ce matin, ça risque de faire réagir aujourd'hui. En une du Devoir, un code postal, un médecin. Québec s'apprête à proposer vendredi, demain donc, un nouveau modèle de soins de proximité. Le code postal pourrait donc déterminer l'endroit où se trouve votre médecin de famille. Il y a une politique qui doit être dévoilée en ce sens demain par le ministère de la Santé. Le Devoir a pris connaissance des grandes lignes de la politique gouvernementale sur les soins et les services de première ligne. L'idée rappelle un peu le fonctionnement des centres de services scolaires. En fonction de votre adresse, on détermine l'école où vous pouvez aller. Bien là, en fonction de votre adresse, on déterminerait un groupe de médecine familiale. Quel médecin pourrait s'occuper de vous? Le but, c'est de ramener une perspective plus communautaire. Donc, vous pourrez lire ça dans le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on parle de cauchemar. Un cauchemar de 7 ans pour les familles de personnes disparues. Des gens, donc, qui, dans leur entourage, ont vu quelqu'un disparaître, mais qui doivent attendre 7 ans avant de pouvoir déclarer cette personne morte. Et donc, la personne est présumée vivante pendant une période de 7 ans. Ça enclenche toutes sortes de problèmes, entre autres de nature juridique, de problèmes financiers. Vous voyez, le Journal de Montréal nous donne l'exemple de Québec qui réclame 90 000 $ à la veuve d'un homme qui a été porté disparu en 2014. On avait retrouvé finalement son véhicule 11 ans plus tard en 2025. Mais comme pendant 7 ans, il était présumé vivant, eh bien là, sa veuve doit une somme considérable au fisc, 90 000 $. Plusieurs exemples comme ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. Puis je termine avec le site de Radio-Canada. On nous présente une enquête de Romain Chué sur la Coupe du monde de la FIFA, Coupe du monde de soccer. Exigences secrètes et explosion des coûts. Que cache la Coupe du monde de la FIFA? L'organisation de seulement 13 matchs au Canada. Vous savez, il y aura des matchs au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ça va coûter au-delà d'1 milliard de $ aux contribuables, notamment en raison des exigences de la FIFA. Il n'y a pas de match, on le sait, à Montréal, mais lorsque l'on voit les exigences, on peut comprendre peut-être, outre le fait que le stade olympique n'était pas disponible, que ça devenait difficile pour une ville comme Montréal d'attirer un match ou des matchs de la FIFA parce qu'il y avait, par exemple, dans les demandes de la FIFA, la Fédération internationale, qu'il n'y ait aucun événement majeur à Montréal sur une période de 7 jours avant et après les matchs en question. Et ça pouvait, par exemple, compromettre la tenue du Grand Prix. Il y a des coûts de sécurité également qui sont imposés aux villes. Bref, une enquête a fouillé des documents inédits obtenus par Romain Chué. C'est à lire ce matin sur le site de Radio-Canada. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, je le disais au début de l'émission, c'est une décision importante. Ça touche plusieurs géants du web qui devront prendre leurs responsabilités, entre autres en raison des effets pervers d'une certaine dépendance qui est créée chez les enfants, chez les adolescents, à l'utilisation de ces réseaux sociaux. En fait, c'est un tribunal de Los Angeles aux États-Unis qui a condamné Instagram et YouTube à verser plus de 8 millions de $ canadiens, je pense que c'est 6 millions de $ américains, à une Américaine parce que ça a alimenté la dépression d'une adolescente. Oui, effectivement. Donc, selon le tribunal, Mathieu, Instagram et YouTube ont fait preuve de négligence dans la conception de leur plateforme et n'ont pas suffisamment prévenu, avisé les mineurs des dangers que leur utilisation pouvait représenter, notamment, vous l'avez dit, au niveau de la dépendance. Le tribunal, donc, vous l'avez dit, qui condamne Instagram et YouTube à verser un peu plus de 4 millions de $, ça c'est en canadien, en dommages à intérêts, et un autre 4 millions de $
dollars en dommages punitifs donc à cette plaignante qui aujourd'hui, il faut le mentionner, elle est âgée de 20 ans. Et ce qu'elle a plaidé au cours du procès, ce qu'elle a affirmé, c'est qu'elle est devenue une utilisatrice compulsive des réseaux sociaux alors qu'elle était toute jeune, alors qu'elle était encore un enfant. Et c'est ce qui a aggravé, selon elle, c'est ce qu'elle a plaidé pendant le procès, ben c'est ce qui a aggravé ses problèmes de santé mentale et que ça l'aurait même, selon elle, amené à avoir des idées suicidaires et des problèmes d'anxiété. Alors, on écoute Marie-Pierre Jolicoeur. Elle, c'est une spécialiste sur les enjeux numériques dans la petite enfance. C'est une décision historique puisqu'il s'agit d'un procès qu'on juge test, un procès pilote qui va servir de précédent pour la suite des centaines, des milliers finalement de procès similaires qu'il y a aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc, c'est une décision qui a été attendue, c'est une décision qui a été saluée, non seulement par la plaignante, puis les intervenants au procès, mais aussi à travers différentes juridictions là, à travers le monde. Réaction maintenant des plateformes? Oui, il y a entre autres le porte-parole de Meta qui a affirmé que l'entreprise allait contester le verdict, faire appel de la décision parce que selon Meta, la santé mentale des adolescents, des adolescentes, c'est extrêmement complexe et ça ne peut pas, selon l'entreprise, être rattaché à une seule application. Là. C'est une décision qui pourrait faire jurisprudence? Oui, parce que ça pourrait, Mathieu, pousser d'autres utilisateurs partout dans le monde, dont ici, au pays. Il faudra voir à se tourner vers les tribunaux pour tenter d'obtenir également en justice. Alors, on sait qu'on parle de plus en plus des effets pervers là, des écrans, des téléphones intelligents, que ce soit sur les enfants ou encore sur les adolescents. On écoute Olivier Piton, qui est avocat en droit civil aux États-Unis. Ce qui vient de se jouer, c'est littéralement la responsabilité des plateformes, des grandes plateformes, sur ce qu'on peut appeler une épidémie d'addiction aux réseaux sociaux. Donc il y a toute une série de mesures qui vont être prises par les réseaux sociaux, par les grandes plateformes, pour justement essayer de se protéger des procès à venir. Et donc, c'est une deuxième condamnation pour Meta en quelques jours. Oui, effectivement, en 2 jours, parce que dans une autre décision qui a été rendue, il y a un tribunal au Nouveau-Mexique qui a condamné Meta à payer 375 millions de dollars américains pour ne pas avoir suffisamment protégé des enfants de possibles prédateurs sexuels. Et plus près de nous, ici en Ontario, il y a 9 conseils scolaires et 2 écoles privées de cette province, de la province, qui poursuivent également Meta, Snapchat et TikTok, là, qu'ils accusent d'avoir conçu donc des plateformes qui rendent les adolescents, les adolescentes carrément addicts, si vous me permettez l'expression. Dépendants, effectivement, ces plateformes-là. Ce sont des jugements historiques. On comprend que la bataille juridique n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, par contre, puis on va suivre aussi ce qui va se passer au pays. Ça risque d'être intéressant. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Aujourd'hui, je me questionne plus que jamais sur l'état de nos écoles au Québec. Il y a probablement un 10 % des écoles que ça vaut pas la peine d'investir dedans. On étouffe en rentrant. On se sent d'un cocon. Il n'y a pas d'eau dans l'école. Il y en a, mais elle est chaude. Elle goûte le métal. Non seulement notre parc immobilier scolaire est vétuste, je dirais même qu'il tombe en ruine. Oui, ça va dire quelque chose, Julie Jasmine, à bien des parents, à bien des élèves aussi qui sont dans ces écoles vétustes là, avec des cotes très, très mauvaises. C'est un documentaire, donc, comment ça s'appelle? École sous pression. Oui. Et on reconnaissait la voix de Ricardo. Oui, exactement. Ça sera présenté lundi prochain sur ICI Télé. Et on sait depuis le début, en fait, on le sent, l'engagement de Ricardo Larrivée pour justement l'éducation. On a parlé du Lab École tout à l'heure. Il était dans ce projet-là pendant 7 ans avec l'architecte Pierre Thibault et l'athlète et conférencier Pierre Lavoie. On créait l'école de demain. Alors, il commence avec un état des lieux, Mathieu. De quoi ont l'air nos écoles aujourd'hui? Et vous le disiez, nous, nos enfants fréquentent les écoles que nous fréquentions, parce que ce sont des écoles des années 50, 60 et 70 et dont le maintien, en fait, des infrastructures n'a pas été fait au fil des années. Donc, premier constat, et ça frappe fort, parce qu'on voit, c'est sûr, dans les téléjournaux ou, par exemple, dans les nouvelles, certains reportages. Mais je dirais, là, mis bout à bout, c'est assez bouleversant, bien sûr, de voir ça. Puis, c'est surtout comment on en est arrivé là. Je parlais de l'absence de maintien du financement des infrastructures. Et il y a un message très, très clair à un moment donné, un exemple tellement patent. C'est vraiment
très particulier. Par exemple, on gère un peu à la petite semaine, je dirais. C'est-à-dire qu'on y va par urgence. Si le plancher est brisé, on va le réparer. Puis l'année suivante, le toit coule, donc on va réparer le plafond. Mais si l'entrepreneur qui répare le plafond va abîmer le plancher, bien, le plancher est à refaire. Alors, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de vue d'ensemble. Les budgets ne le permettent pas. Et ce que j'aime de Ricardo, c'est vraiment qu'il déplore ça avec ferveur pour comprendre, mais aussi trouver des options puis des solutions. Il est allé voir des écoles neuves, des écoles modulaires. Les écoles, évidemment, on parlait des écoles de Duplessis, là, évidemment, des années 50 à 70. Alors, l'idée, c'est de comparer les coûts, voir les options. Il y a des ministres aussi qui interviennent là-dedans, mais clairement, c'est vraiment cette incapacité-là, je dirais, la bureaucratie qui est inflexible, puis aussi les choix politiques des gouvernements qui sont ciblés dans ce documentaire-là. Alors, ce sera présenté lundi prochain sur ICI Télé à 21h, le lendemain sur RDI, puis bien sûr, sur Tout TV, ce sera disponible. Et puis, on pourrait faire un autre documentaire hôpitaux sous pression aussi. Dans le système de santé aussi, ça craque de partout. On n'a plus de détails sur ce spectacle du Cirque du Soleil en hommage à Jean Leloup. Ça va être à Trois-Rivières. Oui, c'est cet été. Ça s'appelle Paradis perdu, qui est le titre d'une de ses chansons de l'album La Vallée des Réputations. Puis on dit qu'on va nous entraîner dans un royaume étrange, peuplé de marginaux, de poètes et de créatures de la nuit. Alors, ça, c'est le pitch de vente. Alors, et il y aura de nouvelles disciplines circassiennes qui n'ont jamais été présentées dans le cadre de ce spectacle-là, c'est-à-dire la formule hommage à Trois-Rivières, tissu aérien, du haut de perche ou du parcours urbain. Ça, c'est très, très en vogue, là, du parcours. Oui. Et on sait que l'artiste célébré ne collabore pas nécessairement. En fait, il ne participe pas à la création. Il y a eu quelques rencontres, évidemment, pour placer des bases. Et que la musique, on la rebrasse tout le temps un peu. Puis je pense à Jean-Philippe Goncalves, qui est un habitué, justement, avec le Cirque du Soleil, de reprendre les artistes puis de travailler un peu les notes. Puis je vais vous faire entendre ce que ça donne. Vous allez voir, c'est quand même assez subtil, mais portez attention à la fin de la chanson. Et je cry, baby, who? À Paradis City, à Paradis City. Ah, le petit... Les petits sons de constellation. Disons-le comme ça va être intéressant, comme le goût d'aller voir ça, moi, cet été. Oui. Donc, à Trois-Rivières. Le groupe Loco Locas, maintenant, fait paraître pour la première fois un disque vinyle. En fait, c'est deux de leurs disques vinyles. Oui, c'est ça, les deux plus récents. Les deux derniers, je dirais ça, c'est Amour oral, en 2004, qui leur avait valu, d'ailleurs, 2 Félix. Et il y a aussi Le Québec est mort, Vive le Québec. Là, ça, c'est en 2012, alors sur lequel on entend la chanson que vous percevez, bien sûr. Et ce soir, on va célébrer ça parce que ça va se faire, dans le fond, dans une entreprise de pressage à Québec. Le fait que c'est la première fois qu'on met un disque de Loco Locas sur vinyle. Et il y a vraiment un engouement, d'ailleurs, pour le vinyle, Mathieu. Oui, il y avait des données de l'Observatoire de la culture et des communications qui disaient qu'on a battu des ventes records en 2024. Alors voilà, Loco Locas qui se lance dans cette aventure du vinyle. Et puis, Michel Fugain amorce sa tournée au Québec. Il y sera pour plus d'1 mois. Exactement. Et ça commence à Sainte-Thérèse ce soir. Il va faire 10 dates à Montréal, à la Place des Arts, une douzaine de villes au Québec. On parle de 83 ans, qui est bien sûr inépuisable, Michel Fugain, 60 ans de carrière. Et là, j'aurais pu vous faire entendre, Mathieu, une belle histoire, fait comme l'oiseau, chante. Attention, mesdames et messieurs, mais j'ai choisi le printemps, juste pour vous. Il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Oui, on l'attend, le bonjour du printemps. Surtout on l'attend, moi en particulier. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. On va surveiller, entre autres, aujourd'hui, jour de budget en Ontario. On va se pencher là-dessus un peu plus tard. On va se laisser, sur Michel Fugain. Bonne journée.